Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. À la une de l'actualité de ce lundi 15 mai 2023, la commémoration de la Journée internationale des familles avec cette question: quel rôle pour les familles dans l'éducation des enfants aux valeurs? La célébration de cette journée le 15 mai a pour objectif de mettre l'accent sur les enjeux liés à la famille. Place aux euphémismes pour éviter les propos blessants ou stigmatisants à l'endroit notamment des femmes, des enfants et des personnes vivant avec un handicap. Une recommandation à l'endroit des médias de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en collaboration avec la haute autorité de la communication. L'actualité hors de nos frontières, pas de vainqueur au premier tour de la présidentielle en Turquie. Le président sortant arrive en tête du scrutin avec 49% des voix contre 44% pour son adversaire. Les électeurs ont donc rendez-vous à nouveau le 28 mai pour départager les deux rivaux. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui à ces femmes qui contribuent volontairement à la prise en charge de nos familles, du prix de condiments au loyer en passant par l'entretien des enfants. Elles n'hésitent pas à mettre la main à la poche, contribuant ainsi à la stabilité de la famille. Clin d'œil à l'occasion de la Journée internationale des familles. Et puis les sports, la CAN des moins de 17 ans, il n'y aura pas de finale cette année pour le Mali. En demi-finale jouée hier, les Aiglonais ont donc perdu face au Maroc 6-5 au tir au but. La finale, ce sera donc une affaire de lionceau puisque le Maroc a rejoint ainsi le Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le gouvernement du Mali, vous le savez, rejette le rapport publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2023. Un rapport biaisé reposant sur un récit fictif, souligne le gouvernement dans un communiqué lu sur nos antennes par le ministre porte-parole du gouvernement. Et au-delà de la dénonciation, le gouvernement décide d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Retour sur quelques points saillants de ce communiqué avec Sidiki Dambélé. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé. Dans ses 52e communiqué du gouvernement, les ministres porte-parole ne mâchent pas ces mots sur les rapports produits à la suite des événements de Moura par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies, s'insurge le gouvernement qui s'interroge par ailleurs sur l'opportunité d'une telle publication maintenant. Si ce n'est de perturber la tranquillité des Maliens à l'approche d'un scrutin référendaire d'une importance capitale pour le processus de refondation en cours. À la suite des événements de Moura, conformément aux procédures en vigueur au Mali, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Le 9 avril 2022, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti et les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectile et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des forces armées maliennes a été salutaire et a apporté beaucoup de quiétude à la population, signe que la défaite infligée à la Katiba Massina et à ses sponsors étatiques étrangers a permis de les désorganiser durablement. Aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévaré. Le communiqué précise qu'en plus de l'enquête conduite par le ministère de la Défense, une autre enquête judiciaire lancée par le pôle judiciaire spécialisé est en cours et les résultats seront portés à la connaissance de l'opinion nationale en temps opportun. Mais en attendant, le gouvernement ne se contente pas seulement de dénoncer les rapports des Nations Unies, mais il décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale qu'en aucun moment, ni la MINUSMA, ni le Haut Commissariat aux droits de l'homme ne lui ont adressé une demande d'autorisation pour prendre des images de Moura grâce à des satellites. En utilisant des satellites pour obtenir des images sans autorisation et à l'insu des autorités maliennes, la mission d'établissement des faits a effectué une manœuvre clandestine contre la sécurité nationale du Mali. Par conséquent, le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, des crimes réprimés par le Code pénal, les articles 33 et 35, ainsi que le complot militaire, un crime réprimé par le Code de justice militaire, article 130, sans préjuger de la qualification des autorités judiciaires. Par ailleurs, le gouvernement invite le Conseil de sécurité à éviter, je cite, la politique de 2 poids 2 mesures en donnant une suite à la plainte du Mali sur les différentes violations de son territoire. Suite à la plainte du Mali, aucune commission d'établissement des faits n'a été mise en place. À ce jour, la réunion spéciale demandée par le Mali pour présenter les preuves de la duplicité de la jeune française n'a connu aucune suite. Dès lors, dans un souci de cohérence et d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures, le gouvernement du Mali estime que la suite donnée au présent rapport de la mission d'établissement des faits ne saurait être examinée séparément de la plainte portée par le Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la junte française. Le gouvernement de la transition, sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitère son attachement au respect et à la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national et au bénéfice de tous les citoyens. Enfin, le gouvernement appelle les populations à rester vigilantes et sereines face aux tentatives de désinformation, de dénigrement et de déstabilisation. Il est 7h07. Comment éduquer nos enfants à nos valeurs et quel rôle pour la famille dans cet exercice? Le sujet est à l'ordre du jour de la célébration de la Journée internationale des familles. L'événement célébré le 15 mai a pour objectif de mieux faire connaître et de mettre l'accent sur les enjeux liés à la famille. Je vous propose d'écouter le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Wadjidji Founé Koulibaly, au micro de Awama Kamara, s'explique sur le thème retenu cette année, à savoir rôle et place de la famille dans l'éducation des enfants aux valeurs dans le contexte de la refondation du Mali. Le choix de ce thème traduit la volonté politique des plus hautes autorités du Mali à mettre en exergue l'importance de la famille dans l'éducation des enfants à nos valeurs, mais aussi d'aborder des immenses défis auxquels les familles maliennes sont confrontées. Pour relever ces défis, des mesures ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel, politique et judiciaire de la famille dans notre pays. Il s'agit entre autres de la création du Conseil national de la famille, de l'adoption de la loi portant code des personnes et de la famille, et enfin de l'adoption de la politique nationale de promotion de la famille et de son plan d'action. Outre ces efforts, des actions de solidarité sont menées en faveur des familles et des communautés à travers le pays. Ces actions portent sur les dons de diverses natures aux familles démunies et déplacées, la fourniture des services sociaux de base, la mise en œuvre des projets et programmes par l'État et ses partenaires. Dans le cadre de la refondation de l'État, mon département a pris une part active dans le processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs en cours d'adoption. Dans ce vaste programme multisectoriel, l'accent est mis à juste raison sur le rôle fondamental de la famille dans l'éducation des enfants à nos valeurs en vue de bâtir le modèle de citoyen nouveau ou le Mali d'incourroie que nous voulons. Mon département travaille pour la réalisation de la vision de la politique nationale de la promotion de la famille qui est une famille viable et autonome, attachée à nos valeurs socio-culturelles positives, portée par nos valeurs spirituelles et respectueuses des institutions, des droits humains et de l'environnement, pour que chaque famille malienne puisse être
un environnement protecteur et mieux être pour ses membres et singulièrement les enfants. Didier Founé Koulibaly, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la journée internationale des familles, on en reparle dans le grand format du lundi. Faites recours aux euphémismes, évitez les termes blessants, stigmatisants ou péjoratifs en langue nationale bamanankan quand vous parlez des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap particulièrement. C'est ce que recommande désormais aux médias la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES Mali et la Haute Autorité de la communication. Les deux structures veulent ainsi contribuer au respect des principes de l'inclusion des groupes marginalisés dans les médias au Mali. Ainsi, un certain nombre de mots et d'expressions jugés stigmatisants ont été répertoriés. Hawa Adama Koulibaly. Ce sont là, entre autres, des termes recensés comme stigmatisants. Et la tenue justement des travaux de ce présent atelier a pour objectif de réduire l'utilisation des éléments stigmatisants pour des groupes marginalisés. Isaac Abalo, spécialiste des terminologies des sciences. Ces couches victimes sont les femmes qui travaillent dans les bureaux, les personnes handicapées, les jeunes aussi qui travaillent. Donc dans ces cas, en bamanankan, on voit très souvent qu'on prononce des mots qui sont péjoratifs, qui peuvent avoir des alternatives. Par exemple, quand on prend les mots aveugle en français, aveugle ne se dit plus, mais plutôt non-voyant ou malvoyant. Les mots stigmatisants ont devant eux les équivalents alternatifs plus doux, qui sonnent bien à l'oreille. L'activité s'inscrit parfaitement dans le cadre de la refondation de l'État malien. Le changement dont il est question doit prendre en compte les besoins de toutes les couches sociales, particulièrement dans les médias. Gaoussou Koulibaly, président de la Haute Autorité de la communication. La première phase portait sur l'inclusion de manière générale dans les médias. Et cette fois-ci, il s'agit de répertorier, d'identifier les terminologies stigmatisantes en bamana et de faire en sorte que les uns et les autres puissent les éviter, notamment en matière électorale où c'est une matière extrêmement sensible, alors, qui peut donner lieu effectivement à des frustrations majeures. Le cadre de change vient à point nommé. Fatoumata Nyambele, membre du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire. Pour une plus grande inclusion, il ne faut pas vraiment frustrer les uns et les autres, surtout les couches défavorisées. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment travailler sur ce sujet que tout le monde ignore. À longueur de journée, nous attendons des terminologies. Vraiment, souvent, ce sont des injures, souvent, c'est des propos qui ne collent pas avec vraiment notre réalité. Il est temps qu'on revienne sur ces choses pour trouver le juste milieu. Au cours des travaux, plus d'une trentaine d'expressions en bamanankan ont été révisitées. Les expressions ont été actées sur un document mis à la disposition des participants pour un suivi correct. 7h13 à Sikasso, la 6e édition du Festival panafricain de la cotonnade. C'était ce week-end dans la capitale du Kénédougou. La cotonnade, c'est cette étoffe fabriquée avec du coton, un espace de promotion de la chaîne de valeur coton initiée par l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Sikasso, Moussokoro Sérémé. Des fileuses de coton à la quenouille, traditionnellement installées à l'entrée du stade municipal de Sikasso, et non loin d'elle, un métier à tisser. Les couleurs de la 6e édition du FEPAC, Festival panafricain de la cotonnade, sont ainsi annoncées dans la cité du Kénédougou. Comme innovation cette année, les initiateurs veulent améliorer les conditions de vie des producteurs de l'or blanc à travers leur prise en charge sanitaire. D'où le choix du thème « Un producteur, une assurance maladie ». Abdel Rahman Si, promoteur du FEPAC. L'année dernière, la culture du coton a été difficile. On s'est dit pour mieux produire, il faut être en très bonne santé. Et pour cela, nous avons mis l'accent avec la mutualité, avec Canam, avec l'ensemble des différents partenaires évoluant dans le monde rural. Nous avons décidé de mettre en place une plateforme pour un producteur, une assurance maladie santé. Ousmane Dramé, parrain. Les mutuelles aussi se développent, les assurances se développent, mais encore jusqu'à présent, ce secteur doit être mieux organisé par l'État afin que l'artisan, le tisserand qui est dans son coin, le maçon qui est également dans son coin et qui travaille puisse bénéficier.
En plus de la couverture sanitaire des producteurs, le FEPAC 2023 s'intéresse aux enjeux de la transformation artisanale, les problématiques liées au financement des femmes et des jeunes pour la mise en place des centres de transformation. L'ambition n'est autre que de faire de la filière coton le premier vecteur de la croissance économique malienne. L'initiative des jeunes maliens est fortement appréciée par la Guinée, invité d'honneur de cette édition. Fadjimba Keita, porte-parole de la marraine Adjanantene Kourouma de la Guinée. Ce grand festival panafricain pour la promotion de l'agriculture coton, qui est un vecteur de paix et de développement durable pour toute l'Afrique et particulièrement le Mali. En plus, elle participe à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Djibi Diawara, préfet du cercle de Sikasso. L'annonce de la mise en place d'une unité de filature par le président de la transition est un pas important pour l'essor du secteur. Nous estimons que la transformation du coton peut être un outil de développement économique, social et culturel. Aussi, un frein à l'immigration irrégulière, à l'orpaillage traditionnel et à l'intégration des mouvements de terrorisme. Dans la filiale sud, ils sont plus de 79 000 exploitants cotonniers pour 2687 coopératives. Le FEPAC 6, ce sont plus de 60 exposants de divers secteurs d'activité, dont des organismes de protection sociale, des défilés de mode, des visites touristiques et industrielles. Le festival dure 4 jours et attend plus de 3000 visiteurs. Sikasso, Sokoro Sereme, Amadou Dolo pour l'ORTM. 7h16, l'actualité hors de nos frontières. À présent, la Turquie, un nouveau rendez-vous le 28 mai. Un second tour de l'élection présidentielle devrait avoir lieu à cette date. Après dépouillement de près de 97% des bulletins, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, était crédité de 49,39% des suffrages contre 44,92% pour son rival, le candidat unique des 6 mouvements d'opposition. Ces premiers résultats ne constituent pas tout à fait une victoire, mais certainement pas une défaite pour Recep Tayyip Erdogan, qui s'est affirmé convaincu devant une marée de partisans au cœur de la nuit de servir encore son pays pendant 5 ans. Même confiance affichée par son rival qui a promis à son camp qu'il allait absolument gagner au second tour, faisant valoir le besoin de changement dans la société. Élection en Mauritanie, les regards sont tournés vers la commission électorale indépendante, la CENI, qui annonce les résultats au compte-gouttes depuis hier. 1 800 000 électeurs étaient appelés samedi à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Un triple scrutin crucial pour le parti au pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui fait face au jugement des urnes pour la première fois depuis son élection en 2019. Après les multiples dysfonctionnements observés durant donc le scrutin et dénoncés par de nombreux partis, dont la formation au pouvoir, la CENI s'est attendue sur l'annonce des résultats. Depuis hier matin, ses membres se relaient à la télévision et égrènent en direct les scores circonscription par circonscription. Le Burkina Faso a franchi la barre des 2 millions de déplacés internes fin mars 2023. Fin mars 2023 donc, c'est ce qu'a annoncé vendredi dernier le Conseil national de secours et de réhabilitation dans son rapport mensuel. Nombre d'habitants, en majorité des enfants des régions du Sahel, du centre-nord et du nord, ont fui leurs habitations en raison de la menace des groupes armés et terroristes. Ils ont rejoint les villes alentours plus rassurantes, mais vivent souvent dans une grande précarité. Ce sont les régions du Sahel, du centre-nord et dans une moindre mesure celles du nord et de l'est qui accueillent les 3/4 de ces déplacés internes. Le Sénégal, dans l'expectative à la veille du procès qui oppose Adji Sarr, une ex-masseuse, à Ousmane Sonko, leader de l'opposition. La première accuse le second de viol et de menaces de mort. Le procès devant s'ouvrir demain mardi, le maire de Ziguinchor devra se présenter ce lundi devant le greffe de la chambre criminelle. Sonko, qui selon l'un de ses avocats n'entend pas se soustraire à la justice en cas de non-comparution. Plusieurs cas de figure sont avancés par les spécialistes du droit sénégalais. Ousmane Sonko se trouvait ces derniers jours en Casamance, dans le sud du pays. Ses avocats demandent à l'État de garantir son droit à se rendre librement au tribunal. Une première comparution de l'opposant devant la justice en mars 2021 avait provoqué plusieurs manifestations violentes. Ces militants et sympathisants étaient donc descendus dans la rue de plusieurs localités du Sénégal. Bilan de ces violences, 14 personnes tuées.
Retour ici au Mali avec le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à ces femmes qui contribuent volontairement à la prise en charge de nos familles, du prix du condiment au loyer en passant par l'entretien des enfants. Elles n'hésitent pas à mettre la main à la poche, contribuant ainsi à la stabilité de la famille. Cette contribution aux charges familiales qu'elles considèrent souvent comme un devoir est reconnue et appréciée par les époux. À l'occasion de la Journée internationale des familles, donc, clin d'œil à ces épouses à qui les hommes doivent une fière chandelle. Bourama Traoré. Dans la famille Banou, elle symbolise le sel qui donne du goût à la sauce collective. Fanta Koulibaly, c'est bien d'elle qu'il s'agit, est un pilier sur lequel repose une grande partie des charges familiales. J'assure les dépenses secondaires. Mon époux, lui, prend en charge le prix des condiments, l'achat des vivres et la santé des enfants. En ce qui me concerne, l'achat du savon, les habits des enfants et les chaussures, moi je m'en occupe. Le soutien à son époux dans la prise en charge des dépenses de la famille, Djenaba Tembeli en a fait aussi un devoir. Grâce à son apport, le quotidien de la famille Diakité s'est beaucoup amélioré. Une femme travailleuse doit contribuer dans la famille, c'est très bien normal. Il me soutient, il sait très bien que je contribue dans la famille. Donc c'est l'essentiel. Tout ce que la femme fait pour l'homme, là, on n'a pas besoin qu'on nous remercie. C'est normal, c'est notre devoir. Reconnaissance est un petit mot, mais lourd de sens. Si exprimer ses sentiments est souvent difficile pour certains, pas pour Djadjigi Kane. Ce chef de famille est aujourd'hui à l'abri du souci grâce à celle qu'il a choisie pour la vie. Elle m'aide beaucoup vraiment dans les ménages. Oui, son aide porte sur le prix des condiments et l'éducation des enfants. Vraiment, elle contribue beaucoup dans ça. Même les cours à domicile, c'est elle qui s'occupe de ça pour les enfants. Même au moment de la construction de ma maison, elle m'a beaucoup appuyé. Malgré qu'elle a une co-épouse, elle m'aide dans tout ce que j'ai fait. Sur les traces de Djadjigi Kane, marche vaillamment Djokolo Djamisa Koulibaly. Lui aussi est soutenu par son épouse, de quoi leur éviter la difficile équation à résoudre à la fin du mois, à savoir comment joindre les deux bouts. Même si je ne suis pas à la maison, souvent ma femme m'aide à faire certaines dépenses. Elle ne me le dit même pas. Elle ne me le dit même pas que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas une obligation sur elle. Souvent, c'est peut que peut-être il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de temps, mais comme il y a certaines femmes qui exigent tout ça sur leur mari, mais non, ça c'est des situations qu'elles gèrent sans même m'attendre. Une reconnaissance qui sonne comme une belle source d'inspiration à maintenir cet appui à l'édifice familial et même à les renforcer. Mme Touré Delphine Dabo est dans cette logique de rester aux côtés d'un époux très sensible. Il est reconnaissant. Il fait des cadeaux, il m'encourage et puis il me dit toujours des mots vraiment qui me touchent, quoi. Parce que comme on le dit, donc dans la famille, ça remporte beaucoup dans la famille. Ces épouses de plein pouvoir font donc le bonheur de toute une communauté, car c'est un leurre aujourd'hui de se vanter de pouvoir assurer seul et intégralement les dépenses d'une famille. Mme Banou Fanta Koulibaly est ménagère. Mon époux est reconnaissant de tout ce que je lui apporte comme appui. Mieux, il parle de ma contribution à ses amis et à ses parents. Souvent, quand son véhicule tombe en panne, je l'aide à le réparer. Je pense que ce soutien permet d'assurer la stabilité de notre foyer. L'apport de l'élu du cœur n'est pas à minimiser, bien qu'il ne soit pas obligatoire. En référence au code des personnes et de la famille et aux préceptes de l'islam, les charges familiales incombent exclusivement à l'homme, quelle que soit sa situation financière. Makan Tunkara, officier chargé d'état civil, et Ousmane Diarra, imam. Le code dit d'abord que le mari, c'est lui le responsable du foyer. Toutes les charges sont sur le mari. La femme, si elle travaille, elle peut, mais elle n'est pas obligée. Même si elle est milliardaire, elle n'est pas obligée. Il faut que les gens comprennent ça. La religion musulmane n'impose pas, ne rend pas une obligation à la femme de contribuer aux charges de la famille. Toutefois, l'islam demande la générosité et la bonne collaboration. Et les réalités aussi de notre société font que la femme peut participer aux charges de la famille pour aider l'homme pour gérer la famille. Ce n'est pas une obligation, mais la femme peut le faire dans le cadre
de la solidarité, de l'entraide. Une entraide qui contribue à renforcer les liens du couple et à maintenir la stabilité au niveau du foyer. Si le soutien de la femme à la prise en charge des dépenses familiales n'est pas nouveau, il devient plus que nécessaire dans un contexte de crise mondiale. Sidi Lamini Bagayoko est sociologue. La contribution de la femme dans la prise en charge de la famille est plus que cruciale pour l'équilibre, pour la bonne marche même de la vie du couple, pour la vie de la famille. Cependant, depuis des siècles, la femme a toujours participé à la prise en charge de la famille aux côtés de l'homme, dans ce même sens que la femme puisse se sentir importante dans la gestion familiale en apportant sa contribution. Une contribution plus utile qui rend le tableau familial plus reluisant et la vie du couple plus heureuse. De quoi mettre la famille à l'abri du regard, du coin de l'œil de l'autre. À 7h passées de 25 minutes, on passe au sport. L'actualité des sports, c'est du foot essentiellement avec la CAN des moins de 17 ans. Il n'y aura pas de finale cette année pour le Mali. En demi-finale jouée hier, les Aiglonnais ont perdu face au Maroc 6-5 au tir au but. La finale, ce sera donc une affaire de lionceau puisque le Maroc rejoint ainsi le Sénégal vainqueur du Burkina Faso. Le championnat national de Ligue 1, on joue la 17e journée. Pas de rencontre ce lundi. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tcheno. CAN des moins de 17 ans, le Mali ne jouera pas la finale. Les cadets maliens ont été battus hier par le Maroc au tir au but 6-5. Le Maroc sur la défensive durant la majeure partie du match s'est imposé au bout du suspense face au Mali. Au bout du temps réglementaire, les équipes étaient à parité 0-0. D'entrée, le Maroc disposait son bloc bas face à des Maliens plus athlétiques. À part quelques rares situations grattées sur coup de pied arrêté, les Lionceaux n'inquiétaient guère les doubles champions d'Afrique. Côté Aiglonnais, en revanche, on s'appliquait à faire circuler le cuir. Toutefois, la précision faisait défaut dans la dernière passe. Au finish, c'est bien le Maroc qui rejoint le Sénégal en finale. Le Sénégal a obtenu son ticket un peu plus tôt, également au tir au but, face au Burkina Faso. Après avoir douté, le Sénégal a difficilement venu à bout du Burkina Faso au tir au but 5-4, je disais. À l'issue du temps réglementaire, la dotation était à égalité, un but partout. Le Mali jouera pour la 3e place jeudi contre le Burkina Faso. Sur le plan national, la Ligue 1, la 17e journée est en cours. Pas de match aujourd'hui, mais demain, au Stade Diarra H, Binga FC sera face à l'US Kita. Et à Barouli, l'AS Bakarijan aura affaire à El Seba. Les deux dernières rencontres se joueront mercredi. Mercredi, toujours à Koulikoro, Black Star accueillera les 11 créateurs et à Bouni, Lasco en découdra avec le Salvador de Bamako. Rappelons les résultats déjà resserrés au compte de cette 17e journée. L'AS de Bamako a battu l'US Bouni par 2-1. Afé est venu à bout du Joliba 1-0. Athlétisme pour terminer, le Jamaïcain Jadon Iber a battu hier à Baton Rouge en Louisiane le record du monde junior du tir au saut avec un bond de 17,87 m, prenant par la même occasion la tête des bilans mondiaux toutes catégories. Le Jamaïcain est entré dans une nouvelle ère en exposant cette marque pour porter le record du monde junior à la spécialité à 17,87 m lors des championnats NCAA division au sud-est à Baton Rouge en Louisiane. À 18 ans, Iber, champion du monde de la catégorie l'été dernier à Cali en Colombie, après déjà une 2e place en 2021, a donc définitivement relégué aux oubliettes l'Allemand Volker May qui avait atterri en 17,50 en plein air en 1985. Surtout, avec cette nouvelle marque, il a pris la tête des bilans mondiaux de la saison devant le Burkinabé Hugues et Fabrice Zongo qui avait signé 17,81 m lors du premier meeting de Ligue de Diamant de la saison à Doha. Le rappel du sommaire de ce journal, la commémoration de la Journée internationale des familles avec cette question, quel rôle pour les familles dans l'éducation des enfants aux valeurs? La célébration de cette journée le 15 mai a pour objet de mettre l'accent sur les enjeux liés à la famille. Place aux euphémismes pour éviter les propos blessants ou stigmatisants à l'endroit notamment des femmes, des enfants et des personnes vivant avec un handicap. Une recommandation à l'endroit des médias de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux
électoraux en collaboration avec la haute autorité de la communication. L'actualité hors de nos frontières, pas de vainqueur au premier tour de la présidentielle en Turquie. Le président sortant arrive en tête du scrutin avec plus de 49% des voix contre 44% pour son adversaire. Les électeurs ont donc rendez-vous à nouveau le 28 mai pour départager les deux rivaux. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui à ces femmes qui contribuent volontairement à la prise en charge de nos familles, du prix de condiments au loyer en passant par l'entretien des enfants. Elles n'hésitent pas à mettre la main à la poche, contribuant ainsi à la stabilité de la famille. Un clin d'œil à l'occasion de la journée internationale des familles. Et puis les sports, la CAN des moins de 17 ans. Il n'y aura pas de finale cette année pour le Mali. En demi-finale jouée hier, les Aiglonnais ont perdu face au Maroc 6-5 au tir au but. La finale, ce sera donc une affaire de lionceau. Maroc-Sénégal donc, ce sera l'affiche de cette finale. 7 heures passées de 29 minutes à Bamako, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté, à suivre les infos météo, suivi de la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Prenez soin de vous et des autres, passez une excellente journée. Au revoir.